Alors bonjour les amis de la forêt, aujourd'hui nous allons parler de François Asselineau et de l'UPR. Alors François Asselineau, les Français l'ont principalement connu durant la campagne pour les présidentielles 2017, dans le cadre des débats qui avaient été organisés par les chaînes de télévision, parce qu'il est vrai qu'avant cette campagne présidentielle, il passait très peu sur les médias officiels, les médias mainstream, et qu'il était peu connu par les Français. Par contre, sur Internet, les militants de l'UPR sont très actifs, omniprésents, et colonisent quasiment tous les forums francophones. Alors je vais parler un petit peu du CV de François Asselineau. Il est né en 1957 à Paris. Il a fait HEC et l'ENA. C'est pour ça que ça me fait sourire lorsque, sur son site de l'UPR, il fait des articles anti-énarques, alors que lui-même est de l'ENA. Il a été haut fonctionnaire au ministère des Finances, il s'est engagé en politique dans le parti de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers en 1999, qui avait eu d'ailleurs 13% aux européennes, et il y a milité jusqu'en 2007, pour ensuite partir du RPF et pour fonder son propre parti. Alors le RPF, c'était un parti, le Rassemblement pour la France, c'était évidemment un parti d'inspiration gaulliste, composé de dissidents RPR qui n'acceptaient pas la ligne européiste défendue par Alain Juppé au RPR, et qui avaient voté non au référendum du traité de Maastricht en 1992. Il faut se rappeler qu'en 1992, il y avait une mouvance qui voulait voter non au traité de Maastricht au sein du RPR, qui était incarnée par Philippe Séguin et Charles Pasqua. Donc peu après, en fait, Charles Pasqua avait créé son parti parce qu'il n'était plus d'accord avec la ligne en fait du RPR. Je rappelle quand même que le RPF et Charles Pasqua avaient appelé à voter Nicolas Sarkozy pour les présidentielles de 2007. Enfin bon, en retournage de veste, Pasqua s'y connaissait. Alors bon, la ligne du parti de Asselineau, l'UPR, elle est évidemment anti-Union européenne, souverainiste et anti-américaine aussi, même s'il s'en défend. Alors son programme s'articule autour de deux mesures phares. Le Frexit, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne via l'article 50. C'est le seul parti politique français qui veut ce Frexit. Le Front National, la France Insoumise et Dupont-Aignan parlent de renégocier les traités. Et la deuxième mesure phare, c'est la sortie de l'OTAN, une alliance militaire qui est, c'est vrai, sous domination américaine. Et faire passer le budget de la défense de 1,6% du PIB à 3% du PIB. Bon, autrement, son programme économique, est d'inspiration gaulienne avec l'alliance du capital du travail, contrôle des capitaux, retour au franc, financement de l'État et des collectivités locales par la Banque de France, participation des travailleurs dans les entreprises nationalisées, augmentation du SMIC, la renationalisation de TF1, bon, ça c'est un peu étonnant, parce que je trouve que le groupe France Télévisions, la télévision publique est déjà très importante. Et la fin de la France-Afrique. Alors ça m'a fait sourire, parce que son mentor Charles Pasqua, du RPF, c'était un habitué de la France-Afrique. Il y a fait pas mal de coups tordus. Il y en a fait d'ailleurs tellement que dans le cadre de l'affaire de l'Angola Gate, c'est-à-dire de la vente d'armes à l'Angola, il a été condamné à 2009 à 3 ans de prison, dont un ferme, et 100 000 euros d'amende. Donc ça m'a fait un peu sourire, quoi. Ce projet de fin de France-Afrique. Alors globalement, c'est pas le programme en fait de l'UPR que je condamne. Ma foi, c'est un parti politique. On a le droit, on est en démocratie, en république. Bon, on a le droit d'être anti-Union européenne. Moi, personnellement, je suis européiste. C'est pas sur son programme en fait que j'ai des problèmes, même si je suis pas d'accord avec lui. C'est plutôt sur ses techniques en fait d'argumentation. C'est d'abord l'utilisation de la calomnie. Alors surtout l'utilisation de la calomnie envers les pères fondateurs de l'Europe, Jean Monnet et Robert Schuman. Alors sur son site, il y a un dossier sur Robert Schuman, que vous pouvez consulter, et j'ai trouvé ce dossier, ma foi, pas très honnête. Bon, déjà, il insiste bien sur le fait que Robert Schuman est un Français douteux. Je rappelle que Robert Schuman est lorrain,
et donc il a vécu sous l'Empire allemand jusqu'en 1918, puisque l'Alsace-Lorraine avait été annexée par l'Allemagne en 1870. Hein. Donc ça, c'est pas de sa faute, hein, Schuman, s'il a vécu sous l'Empire allemand jusqu'en 1918. Bon, il dit que c'est une girouette, un tartuffe, un politicard, servile devant les puissants. Donc bon, des qualificatifs dépréciatifs qui ne sont pas vraiment à l'honneur d'Asselineau. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'il précise que Schuman n'avait aucun charisme, et là j'ai envie de dire, regarde-toi François, lorsqu'on a fait 0,92% à l'élection présidentielle, on ne donne pas des leçons de charisme. Alors, il lui reproche d'avoir approuvé les accords de Munich en 1938. Bon, c'est vrai, la France a capitulé devant les revendications d'Hitler. Mais bon, 95% des Français étaient d'accord avec les accords de Munich. Il a accepté l'armistice, comme 95% des Français. Je rappelle que Charles de Gaulle, le 18 juin 40, lorsqu'il fait son discours, il est bien seul. Hein, il n'y a que 7000 Français à Londres, donc pas beaucoup. Et il lui reproche d'avoir été sous-secrétaire d'État aux réfugiés dans le dernier gouvernement Pétain. Alors là, c'est toujours la même technique avec Asselineau, c'est la technique de l'omission ou de la décontextualisation. Asselineau ne rappelle pas là que Robert Schuman avait été nommé non pas par Pétain, mais par Paul Reynaud en mars 1940. Et que lorsque Pétain est arrivé à la fonction de président du Conseil en mai 1940, remplaçant Paul Reynaud, il était en fait le dernier président du Conseil de la Troisième République dans le cadre d'un gouvernement républicain. Donc je ne vois pas pourquoi c'est une honte que Robert Schuman soit resté sous-secrétaire d'État aux réfugiés sous la présidence de Pétain, en tout cas jusqu'au 10 juillet 40. Le dernier gouvernement Pétain était un gouvernement républicain. Il a certes signé l'armistice, mais c'était un gouvernement légal et légitime. Alors par contre, oui, on peut peut-être reprocher à Schuman d'avoir voté les pleins pouvoirs à ce même Pétain le 10 juillet 40. Mais il l'a fait comme 98% de ses collègues. Donc on peut à la limite lui reprocher de ne pas être un héros, ça oui, mais les héros sont rares. Hein. En tout cas, Schuman n'a pas collaboré, et ça, Asselineau le dit bien, hein, l'écrit bien, puisque Schuman a été emprisonné après avoir été arrêté par la Gestapo pendant un an de 1940 à 1941, puis après il a été mis en résidence surveillée, il s'évadera en 1942, et se cachera jusqu'à la fin de la guerre quasiment. Alors ça, Asselineau lui reproche de ne pas avoir résisté de 42 à 45. Moi je lui répondrai qu'il y a d'autres grands hommes, gaullistes, compagnons du général de Gaulle dans les années 60, qui n'ont pas résisté aussi. Je pense à André Malraux. Hein. Je rappellerai aussi à Asselineau que son idole, Charles de Gaulle, a recyclé pas mal de pétainistes. Je pense notamment au préfet Maurice Papon, qui a été préfet sous Vichy et qui a été préfet sous de Gaulle, notamment à Paris. C'est lui qui a fait donner la police contre les manifestants en 1961, qui manifestaient contre l'Algérie française, où il y a eu pas mal de morts. Mais de Gaulle aussi a recyclé Couve de Murville, hein, qui avait été pétainiste et qui a été Premier ministre du général de Gaulle. Hein. Donc je trouve la critique d'Asselineau un peu déplacée. En tout cas, il donne beaucoup de leçons, Asselineau. Alors après, Asselineau reproche à Jean Monnet et à Robert Schuman d'avoir été des agents de la CIA dans le cadre du mouvement européen. Alors je rappelle quand même, je recontextualise ce qu'oublie de faire Asselineau, qu'après-guerre, en effet, il y a eu des hommes et des femmes qui ont milité pour une Europe unie, notamment dans le cadre du mouvement européen, qui a été créé en 1949, et il ne me semble pas scandaleux de militer juste après la guerre, une guerre qui avait duré 6 ans, qui avait commencé en Europe et qui avait fait 20 millions de morts. Ça me semble logique à la limite de militer pour le rapprochement des peuples et pour une Europe unie. Donc je vois pas où est le scandale. Alors il dit oui, mais c'est les Américains qui ont financé le mouvement européen. Et je dirais, et alors ?
Je rappelle, mais ça, Asselineau n'en parle jamais, qu'en 1947, les États-Unis aussi vont aider massivement l'Europe avec le plan Marshall. Une aide financière qui permettra à l'Europe de se relever et à la France de rentrer dans les 30 Glorieuses. Période bénie pour notre pays. Ça, Asselineau ne le dit pas, évidemment. Je rappelle à François Asselineau que jusqu'en 1947, donc jusqu'au début du plan Marshall, les Français avaient encore des tickets de rationnement. Donc c'est bien de rappeler, en effet, qu'une toute petite partie de l'histoire, mais il ne faudrait pas oublier l'autre, quoi. Alors, que les Américains aient financé le mouvement européen, ça me paraît logique, surtout dans le contexte de la guerre froide. Et il n'y a aucune preuve que Monnet et Schuman aient été des agents de la CIA. C'est de la pure calomnie. Jean Monnet était certes proche des Américains, je rappelle qu'il n'a pas collaboré lui non plus, il est parti à Londres en 1940, il a brièvement collaboré avec le général, puis après il a été mandaté par le gouvernement britannique pour partir aux États-Unis dans le cadre d'une commande pour des armes, et qu'aux États-Unis, il a été le conseiller de Roosevelt. Mais en 1943, il a écrit une note très négative sur le général de Gaulle, et c'est pour ça que Monnet et de Gaulle ne s'appréciaient pas, et donc ça peut expliquer l'ire asselinesque par rapport à Jean Monnet. Mais c'est pas parce que Jean Monnet était proche des Américains qu'il était nécessairement un agent de la CIA. C'est pas parce que les Américains ont financé le mouvement européen, dans le cadre de la guerre froide, que tous les membres du mouvement européen sont des agents de la CIA. Ça me rappelle en fait l'argumentaire sur Ben Laden. Entre 1979 et 1989, les Américains ont financé le mouvement des Moudjahidines afghans contre l'envahisseur soviétique, contre l'armée rouge. Là, on est d'accord, mais c'est pas pour ça que tous les Moudjahidines ou tous les combattants afghans étaient des agents de la CIA. C'est pas parce que Ben Laden est allé en Afghanistan pour aider les Moudjahidines afghans qu'il était nécessairement un agent de la CIA. C'était plutôt un agent de l'Arabie Saoudite qui, je le rappelle, et là, il faut lire le livre de Jason Berg sur la naissance d'Al-Qaïda, le djihad afghan a été financé aux 2 tiers par l'Arabie Saoudite et pour 1 tiers par les États-Unis. Et d'ailleurs, cette aide américaine a été sous-traitée à l'ISI, c'est-à-dire les services secrets de l'armée pakistanaise. Les Américains ne sont pas intervenus en direct sur le théâtre afghan. Ils donnaient l'argent à l'ISI qui ventilait en fait l'aide de la CIA aux combattants afghans contre les soviétiques. Et d'ailleurs, il n'aidait pas Ben Laden, qui était lui l'envoyé des Saoudiens. Ils aidaient Gulbuddin Hekmatyar du Hezb et Islami. Donc ça, c'est pour refermons la parenthèse. Donc il n'y a aucun document qui atteste que Monnet et Schuman aient été des agents de la CIA. C'est de l'hyperinterprétation, en fait, qui est souvent faite, d'ailleurs, dans le camp nationaliste et souverainiste, pour évidemment salir l'Union européenne, qu'ils détestent. Alors au niveau du site de l'UPR, il y a beaucoup de références vers des articles d'un journaliste anglais qui s'appelle Ambrose Evan Pritchard. Vous pouvez vérifier vous-même. Il y a énormément d'articles de ce Evans Pritchard. Donc j'ai un peu regardé quelle est la ligne en fait de ce Ambrose. Alors il faut savoir qu'il est journaliste au Daily Telegraph, qui est un journal très conservateur. D'ailleurs on l'appelle le Tory Telegraph, et très anti-européen. Donc la ligne de Ambrose, elle est claire et nette, il est anti-Union européenne. Donc évidemment c'est pour ça qu'Asselineau se réfère souvent à ce journaliste. Alors là j'ai mis un titre par exemple que j'ai récupéré sur l'UPR, sur le site de l'UPR. L'horrible vérité commence à se faire jour sur les dirigeants européens. Bon, c'est un peu la teneur des articles qu'écrit Pritchard sur l'Union européenne. Ça m'étonnerait pas qu'un jour ils nous écrivent que les commissaires européens sont pédophiles et mangent les enfants. Il est aussi assez conspirationniste puisque il a écrit un livre sur la vie privée de Bill Clinton, où il dit d'ailleurs que Clinton adorait se déguiser en femme.
Et il dit aussi que l'attentat de Oklahoma City, où un immeuble du FBI avait été démoli par une explosion, avait été ourdi par ce même FBI. Bon, ce qui est un peu ridicule, parce que en fait l'auteur de cet attentat, Timothy Van Veig, a été arrêté, il a avoué, il a été jugé, condamné à mort et exécuté. Donc bon, je vois pas trop les motivations du FBI de faire péter en fait un de leurs immeubles et faire, je crois, près de 200 morts. Hein. Mais bon, voilà les sources en fait d'Asselineau. Il y a beaucoup d'articles aussi du sous-secrétaire d'État au Trésor de Ronald Reagan, Paul Craig Roberts. Il y a beaucoup d'articles de cet homme politique aussi sur le site de l'UPR. Mais pareil, en fait, Craig Roberts est un peu atypique et dit notamment que c'est les Américains qui ont ourdi l'attentat contre Charlie Hebdo. Bon, là, on a cette ligne un peu conspirationniste qui est assez présente en fait à l'UPR, même s'ils s'en défendent, et qui se rapproche d'un Alain Soral. Mais pour Soral, tous les chemins terroristes mènent à Tel Aviv. Pour Asselineau, tous les chemins terroristes mènent à Washington. Alors une obsession anti-américaine, bon, alors là c'est clair et net, hein, vous avez qu'à lire le site de l'UPR. Là je conseille de lire le livre de Philippe Roger sur l'anti-américanisme français. C'est très révélateur. Il faut savoir que l'anti-américanisme français est d'abord vient de droite, hein, de la droite nationaliste et contre-révolutionnaire au XIXe siècle. D'ailleurs, le célèbre livre de Arnaud Dandieu et de Jean-Paul Aron, Le cancer américain, au début des années 30, qui donne une vision horrible de la société américaine, et le fait d'hommes qui ont défendu le régime de Vichy. Hein. L'anti-américanisme de gauche naîtra pendant la guerre froide, ce qui est un peu normal. Alors là, par exemple, il y a le titre d'un article qui reprend en fait le titre d'une conférence donnée par M. Asselineau. Les États-Unis sont-ils en train de nazifier l'Occident? Bon, après on me dit que Asselineau n'est pas anti-américain. Bon, c'est un titre un peu ridicule. Hein. Là, on atteint toujours le point Goodwin hein, ici. Hein. Alors après, il y a une photo que j'avais prise sur un article de l'UPR. Je ne l'ai pas retrouvé d'ailleurs cet article, peut-être ils l'ont effacé, bon, parce que déjà il y a une grossière faute, le titre, regardez, Roland Reagan, bon, c'est une faute de frappe, c'est Ronald Reagan évidemment, l'ancien président des États-Unis pendant les années 80, rencontre les talibans. Bon alors là, il y a une erreur, hein. Il faut savoir que dans les années 80, durant le djihad afghan, les talibans ne sont pas intervenus dans le conflit. Bon, pourquoi? Parce que les talibans, c'est avant tout à la base un mouvement un peu quiétiste qui restait dans les écoles coraniques, ils se contentaient d'apprendre, de lire le Coran et d'apprendre par cœur le Coran. Ils ne sont pas intervenus en tant que force guerrière dans le djihad afghan. Voilà, vous pouvez lire, vous pouvez même aller sur Wikipédia. Enfin, moi, je vous conseille de lire le bouquin de Jason Burke ou de Ahmed Rachid d'ailleurs sur le talibanisme. Les talibans ont été, en tout cas en tant que force politique et guerrière, ont été créés par le ministre de la Défense, je crois, de Benazir Bhutto en 1994. Dans le cadre de la guerre civile afghane. Voilà, donc ça c'était une petite précision. Alors bon, j'ai pris ça, c'est pas méchant comme erreur, hein, parce que bon, avant tout, je pense que le gars de l'UPR, il a dit, bon, taliban égale barbu, mais il faut être précis lorsqu'on se dit faire une histoire, et qu'on affirme qu'on ne se réfère qu'aux faits vérifiables. Il faut être attentif à ne pas faire soi-même des fautes un petit peu historiques, quoi. Bon, en l'occurrence, là, c'est quand même une grossière erreur pour qui connaît un peu le conflit afghan. Voilà, je vous laisse, bon dimanche, à bientôt.